je les ai conviés en fait à venir témoigner, à ce qu'on puisse se donner des conseils, qu'on puisse s'aiguiller, parce qu'en fait on est tous un peu isolés dans nos rédactions, on ne sait pas trop comment gérer les choses, et en réalité on est nombreux à se poser des questions. Il faut savoir que ce live il a été écouté par plus de 700 personnes au total. C'est dire la nécessité la nécessité de créer ce genre d'espace pour les jeunes journalistes qui sont en galère. Et en fait, ce qui revenait souvent pendant ces 2 heures de live, c'est on comprend que dalle, on comprend rien du tout à nos contrats, à nos droits, qui est-ce qu'on doit, à qui on doit demander de l'aide, comment le faire, et surtout la chose qui revenait souvent, c'était comment faire pour ne pas se faire griller. C'est la chose qui revenait. Et je trouvais ça un peu choquant de se dire que purée, on ne demande pas forcément des CDI, on ne demande pas forcément des salaires de fou, on demande juste à être respecté en tant que jeunes journalistes qui sont parfois expérimentés, qui ont une expérience sur le terrain, sur des angles originaux, etc. Et en fait, il y a cette idée qui est insufflée que, tu sais, ce milieu il est ultra fermé, il est ultra compliqué, donc en fait déjà que tu sois dans ce milieu-là, c'est une chance. Et c'est comme si en fait, rien que le fait de laisser la place, de laisser ces jeunes journalistes-là exister dans ce paysage-là, fallait pas en demander trop. Tu vois, t'as déjà fait Koh-Lanta / Pékin Express pour arriver dans ce milieu-là, et ben faut pas trop que t'en demandes parce que ta place, elle est éjectable. Et c'est quand même assez violent en fait de se rendre compte de ça, même si encore une fois, on n'est pas dans une certaine désillusion, on le savait tous plus ou moins, mais c'est une différence entre l'avoir dans la tête et l'expérimenter dans la vraie vie. Et je parle trop ou pas ? Ah ok, pardon. Et en fait, justement, ce manque d'informations sur nos contrats, sur nos droits, et cette crainte en fait d'aller juste demander des conseils, ce qui fait que on est tellement mal informés, et on va accepter des contrats qui n'ont ni queue ni tête, et c'est là qu'intervient le CDDU. Faut savoir que moi j'ai 2 expériences, c'est Radio France et France Télévisions. Donc goal, objectif dans ma vie, je me suis dit wow, let's go, trop contente et tout. Et en réalité, je n'ai connu que les CDDU. Et moi, on m'avait vendu ça, donc j'étais chez France TV Sage, qui est la plateforme numérique dédiée aux 15-25 ans de France Télévisions. Et en fait, moi, comme je ne connaissais pas ce contrat-là, je croyais que c'était un CDD. Vraiment, très naïvement, je croyais que c'était un CDD et on ne m'a pas du tout expliqué, on me l'a vendu aussi comme un CDD. Et quand je dis j'inclus aussi la rédaction dans laquelle on était. Tu me fais trop peur, Pablo, quand tu fais ça. Et en fait, ce que c'est qu'un CDD, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un contrat à durée déterminée d'usage. Et en fait, tu n'as ni prime de précarité à la fin de ton contrat. C'est renouvelable à l'infini, on peut te tèche à tout moment, tu n'as pas de 13e mois, et en fait tu travailles dans le même siège que tout le monde, mais en fait tu n'as pas les mêmes contrats que les autres. Et du coup c'est quand même assez violent comme processus parce que tu te dis purée, quand je dis vraiment je parle des jeunes journalistes de manière générale, tu te dis purée tu fais un taf de fou, tu te donnes, tu es passionné, et en fait on va même utiliser un peu ton image parce que jeune journaliste et tout dynamique, et en réalité t'as pas les mêmes contrats que les autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on renvoie aux jeunes journalistes dans cette profession-là? Voilà, pourquoi je voulais parler, c'était vraiment la nécessité... Ah ok. C'était vraiment la nécessité d'accompagner en fait les jeunes dans ces milieux-là, parce que on n'a pas tous les bons réflexes quand il s'agit paradoxalement de s'informer sur nos droits. On est un peu réservé, on est un peu timide, et on ne devrait pas se dire ah mais en fait si je demande un contrat légal, peut-être que je vais me faire griller. Du coup ça veut dire qu'on s'est vraiment mal orienté, hein, et on a fait le mauvais choix de profession, parce que sinon je comprends pas en quoi c'est se faire griller que de juste s'informer sur nos droits, etc. Et ça, le problème en réalité, il n'est pas que dans les entreprises, mais il est aussi dans les écoles. Dès l'école, en fait, on devait s'informer sur nos droits, sur ce qu'on fait, sur les contrats légaux, illégaux, et c'est pas un module de 30 minutes pour nous parler de Pôle emploi qui va être nécessaire. Ça, c'est la situation La galère des jeunes journalistes. Important, connu. Alors, Machko, toi, tu vas nous parler et de la presse pas pareil, et de... tu es dans le Mouais, c'est ça? Oui. Journal de Nice. C'est ça, donc je suis ici donc, en tant que journaliste bénévole au sein de Mouais, qui est un journal qui est anarchiste, niçois et fauché, mais néanmoins heureux. Et en tant que membre aussi du SPP, du syndicat de la presse pas pareil. Et je suis pigiste aussi occasionnel, je fais des petits boulots à côté de manutention, des jardins, mais c'est le RSA, enfin les minima sociaux qui
bah, soit un consort de vie qui paye plus ou moins les croquettes de mon chat. Et en fait, du coup, voilà, donc au sein de l'ESPPP, il y a des salariés, des gens qui sont salariés, des gens qui sont pigistes. Et je suis plutôt ici là pour parler de ceux en fait qui sont en fait, et c'est pas mal de gens dans nos réseaux amicaux, dans nos réseaux professionnels de journalistes, des gens qui font partie de structures journalistiques qui ne sont pas en mesure de les salariés, parce que c'est des associations comme c'est le cas du Mouet, comme c'est le cas de beaucoup de camarades qui n'ont pas d'argent pour faire du salariat. Et qui ne peuvent pas non plus vivre de la pige, parce que, différentes raisons, parce qu'on est beaucoup à être rentré dans un livre pour la petite porte. Alors moi j'ai fait études de lettres, on est nombreux de pouvoir avoir fait l'école de journalisme, à pas avoir de carte de presse et à vivre en province. Et donc quand on ne vit pas à Paris, c'est plus compliqué de vendre ses piges, hein, parce que clairement moi je viens d'une ville, donc tout le monde se fout, Nice, vraiment tout le monde s'en bat les steaks. Et par exemple à Nice, on a une pigiste, Mathilde, qui sympathique et qui court à peu près, je pense qu'elle fait des piges pour l'intégralité des médias nationaux pour Nice. Donc pour vendre un sujet quand on est à Nice, c'est compliqué. Et donc moi je fais des piges, je serais bien incapable d'en vivre, sachant que bon, ce sera abordé, mais voilà. Le prix de la pige c'est misérable. Tu fais 4 mois d'enquête et 300 €, comment vivre avec ça, c'est impossible. Et donc à partir de ça, à partir du fait que, de ce constat du fait qu'on est très nombreux à être au RSA et à vivre au RSA et en néanmoins à avoir une activité principale qui est celle du journalisme, une activité qui nous prend, qui nous intéresse, qui nous occupe et qui nous passionne même, et je pense qu'on le fait bien mieux que des gens qui sont bien plus grassement payés dans les médias pour le faire. Je pense vraiment que n'importe quel d'entre nous a beaucoup plus de compétences en termes de journalisme que n'importe quel qui est venu ou n'importe quel. Bref, je ne vais pas citer tous les noms, ce serait trop long, mais voilà, on fait ça avec passion et envie. Merci. C'est pas très gentil pour Christophe. Et donc, fort de ce constat, ce qu'on a proposé avec le SPPP, du coup, qui est une structure qui est née du coup, de différentes rencontres qui ont été organisées par moi avec d'autres médias, qui s'appelaient les Assises intergalactiques de la presse pas pareille, parce qu'on aime bien les noms un peu ronflants et prétentieux quand même. Donc on a fait ça 3 années de suite, et ça a donné lieu, du coup, notamment une des pré-rencontres qui a été organisée à Ménilmontant, à la création de ce syndicat, qui vise à fédérer un peu tous les médias de petite et moyenne importance, qui n'ont pas forcément d'audience de ouf, mais voilà, qui existent notamment à l'échelle locale, et qui sont invisibilisés et parfois un peu snobés, y compris par nos grands camarades indépendants. Donc voilà, l'idée c'est de porter la parole de ces médias qui ont le fait d'exister et qui sont nécessaires, je pense, dans l'écosystème de la presse indépendante. Et donc je suis venu ici pour porter une revendication notamment qui crée beaucoup de débats au sein de la presse indépendante. Hein. Voilà, on a des échanges assez vifs sur cette idée. Mais l'idée, ce serait du coup de proposer un statut de journaliste indépendant qui serait semblable à ce qui existe pour l'intermittence, pour l'impression de la culture. Merci beaucoup. Je m'attendais à recevoir des tomates, parce que justement, les débats des derniers jours étaient très tendus, mais ça fait plaisir. Et donc ça se constate, je vais faire ça rapidement, parce que désolé, c'est que c'est le temps très vite, mais au-delà du fait que pour nous les journalistes font un travail culturel de service public et devraient donc pour nous bénéficier de la même reconnaissance que les artistes, avec un. Voilà. Pour nous, ça représente un triple avantage. Donc, de 1, l'indépendance, donc la possibilité de ne pas dépendre du salariat vertical, de ne pas dépendre d'une rédaction, la possibilité de travailler comme on l'entend sur les sujets qu'on entend, et du coup d'être libre, et de pouvoir plus facilement éviter potentiellement les censures ou les surveillances tatillonnes qui peuvent exister dans certaines rédactions. De 2, la possibilité pour nous journalistes en fait, de gérer notre temps sur l'année, sachant qu'on a des métiers où en fait, on doit gérer tout ça on est beaucoup dépendant de l'actualité, on a des temps de travail qui sont parfois très longs. Là j'ai clôturé aujourd'hui du Youpi la version 1 d'une enquête qui dure depuis 1 an et demi. C'est très long et ça arrive souvent quand on fait de l'enquête. Donc voilà, une possibilité de lisser ça sur l'année, de gérer des temps de pré, de burn-out ou de post-burn-out aussi, parce que bon, ça arrive, hein, de gérer potentiellement des temps de voyage à l'étranger pour des reportages, de gérer tout ça, ça permettrait, en fonction d'un nombre de temps d'heures, il faut faire une correspondance de cachets à faire, il faudrait voir il y a des détails à gérer, mais ça permettrait de lisser sur l'année notre travail et de faire notre travail de journaliste comme on l'entend et de façon sereine, apaisée et surtout avec un confort matériel de vie, Après c'est intermittent, c'est pas non plus des billets décents, mais ça permet de payer les croquettes de qualité, des purinas de premier ordre à son chat.
Et je dépasse. Et pour nous, c'est une dernière critique aussi que j'ai apportée sur le modèle Fundir. Et enfin, pas une critique, mais une remarque, c'est que ça viserait pas du coup à remplacer le salariat. Dans l'intermittence, ça n'a pas remplacé, il y avait toujours d'intermittent dans la culture. Et si les gens peuvent vivre de la pige, tant mieux pour eux. Mais pour nous, en tous les cas, le fait de passer la pige, même à 900 € la pige, ça ne changerait rien. Parce que par exemple, si tu es au RSA, tu déclares 900 € de pige, ben, tu vas plus être au RSA pendant le mois suivant, donc tu vas être dans la merde. Donc il y a un gros problème structurel que la simple augmentation de la pige ne peut pas régler. Et donc pour nous, c'est une idée qui est fondamentale, qui nécessite vraiment un débat et un débat de fond sur comment on peut mettre ça en place, mais voilà, ça nous tient à cœur et on espère qu'on pourra avoir un débat vif, mais néanmoins intéressant et respectueux sur cette question. Et merci beaucoup, désolé si je débordé. Merci, c'est la tombola Bolloré, vous avez gagné du temps de parole parce qu'on est super en avance. Merci. C'est hyper nul d'être On préfère être pigiste précaire. Donc voilà, pour dire, vous avez le temps, vous pouvez rebondir un peu, vous avez beaucoup plus de temps que prévu, jusqu'à peu près 35. Alors, j'aurais pas dû dire ça. Ça va dépasser, c'est sûr. Mais voilà, donc juste pour vous prévenir, la tombola Bolloré, c'était gagnant. Super, et je vais donner la parole à Malika Rousba qui est coprésidente de l'association Profession Pigiste. Salut, bonsoir. Moi, du coup, on rentrera dans le débat après, je pense, mais je vais prendre l'autre versant du problème, c'est le prix de la pige, donc, que tu as un peu abordé, Majko. Donc, moi, je suis profession pigiste. Profession pigiste, c'est une association qui défend les droits des pigistes et on compte à peu près 600 adhérents et beaucoup plus sur les réseaux et on vise à défendre les droits qui soient légaux, qui soient propres à Pôle emploi et qui soient dans les rédactions pour demander la hausse du prix du feuillet. Et du coup, moi-même, je suis journaliste rémunérée à la pige et ça veut dire que je travaille pour plusieurs médias, donc la presse générale, la presse indépendante notamment, la presse professionnelle. Et pour vous dire, ce mois-ci, comme tous les mois à peu près, je travaillais 35, 39, 40 heures par semaine et j'ai gagné 1 600 €. Ça fait peu. Et en fait, quand on est journaliste rémunéré à la pige, on est payé à l'article. Et en fait, plus globalement à la taille de l'article. Donc ça s'appelle le feuillet. Le feuillet, c'est, pour vous donner une idée, c'est 1500 signes, donc c'est une demi-page Word. Et quand on passe commande auprès d'une rédaction, enfin quand une rédaction plutôt nous passe commande, elle nous dit c'est un article de temps de feuillet. Et nous, après, on sort notre petite calculatrice et on multiplie le nombre de feuillets par le prix le tarif de pige de la rédaction. Et là déjà ça commence à être problématique parce qu'on n'a pas toujours l'info du tarif de pige du feuillet de cette rédaction. Donc des fois aussi c'est un peu à la tête du client. Et c'est pour ça que l'une des propositions c'était de rendre obligatoire la transparence sur ces tarifs au sein des rédactions avec des guides qui permettraient d'avoir l'info à tous et à toutes et pas seulement à ceux qui ont les bons contacts. Donc pour vous dire le prix du feuillet en général, on part du constat qu'il est assez bas dans l'ensemble des rédacs. En gros, pour vous faire une idée, dans la presse magazine, c'est 53 € le minimum de la grille tarifaire. 53 €, ça veut dire que pour gagner le SMIC, il faut faire 32 feuillets, il faut faire 80 000 signes, il faut faire 38 pages d'un livre. Ça fait beaucoup en volume de travail. Et c'est pour ça que pour les journalistes pigistes, le salaire médian en 2022, il est de 1 950 € brut. Pour les journalistes en poste, il est de 3 580, quelque chose comme ça. On fait le même boulot, on fait exactement le même travail, et on est bien moins payé. Donc il faut augmenter ce tarif du feuillet. C'est important, c'est aussi important pour votre information parce qu'en fait notre précarité, elle touche l'information que vous recevez en tant que lecteur, en tant qu'auditeur, en tant que public. Et par exemple, je pense qu'ici on est tous convaincus de l'intérêt des enquêtes. C'est important, on en a besoin et la presse indépendante justement, elle peut publier les enquêtes que d'autres presses ne peuvent pas publier. Sauf que enquêter, ça demande du temps. Et en fait, le temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on a quand on est précaire. C'est un peu un luxe. Et c'est pourtant ce qui fait la qualité de notre travail. Et la preuve encore, c'est que 3 des journalistes qui ont eu le prix Albert Londres cette année, c'est des journalistes pigistes indépendants. Ils ont été récompensés pour leur travail sur le temps long. Donc ça, c'est bien la preuve que c'est tout ce qui fait la qualité du
travail. Donc une rémunération décente, en fait, elle est nécessaire pour nous pour faire correctement ce travail, parce que oui, on aime notre métier, mais c'est pas cette passion qui va payer le loyer, encore plus quand on habite à Paris. Et si on est payé au minimum syndical, bah pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas nous aussi le minimum syndical? En fait, c'est bête, pour vous c'est des moins bons articles, mais pour nous c'est une stratégie de survie. Et ces stratégies de survie, on en a plein, et des fois elles vont très loin, elles vont même à la frontière de ce que nous on appelle la déontologie. Il y a plein de journalistes pigistes qui en fait se retrouvent à faire des missions de communication juste pour pouvoir remplir leur frigo. Et c'est pas un choix de plein gré, hein, c'est quelque chose de suivi parce qu'il faut bien vivre. Le problème, c'est que quand on fait de la com pour des organismes publics ou privés, bah, ça impacte un peu notre travail d'enquête, ou en tout cas ça réduit notre champ d'enquête. Moi par exemple, je travaille beaucoup sur l'enseignement supérieur. J'ai plein de fois été sollicitée par des boîtes de com spécialisées dans les grandes écoles qui sont venues me voir pour me proposer d'écrire pour elles. Alors tant que je gagne ma vie, je peux dire non, mais le jour où c'est plus le cas, bah, qu'est-ce que je fais? Et si je dis oui, ça veut dire que je peux moins enquêter sur les grandes écoles, et pourtant, croyez-moi, il y a des choses à dire sur le sujet. Et du coup, la précarité des journalistes pigistes, elle s'aggrave. On l'a vu là avec le Covid, on le voit avec l'inflation, on le voit tous les jours. Et c'est qui les premiers à en payer le prix, les premiers à quitter le métier? Bah, c'est les journalistes issus des milieux pauvres, c'est les journalistes racisés, c'est les journalistes LGBT, c'est les femmes, et je pense notamment aux femmes, aux mères célibataires. Et en fait, toute cette précarité, elle vient aggraver cet entre-soi, ce manque de diversité qui est une réalité dans la presse, et qui, on l'a vu, on le voit aussi tous les jours, et encore on l'a vu sur Gaza, ça impacte aussi la qualité de l'information. Et donc, en fait, pour résumer, notre précarisation, c'est votre désinformation. Donc, on voit que les choses commencent qu'il y a des choses qui commencent à changer dans certains médias, grâce à la lutte collective de certains pigistes notamment. Et c'est bien, il faut que ça continue. En fait, il faut que les conditions de travail et des rémunérations des journalistes rémunérés à la pige soient évoquées et ce soit un vrai sujet dans toutes les rédactions, et y compris dans la presse indépendante, parce que nous, pigistes, on a besoin de cette presse indépendante, mais je crois qu'elle a aussi besoin de nous. Merci beaucoup, Malika. On utilise aussi les slogans de la Fédération européenne des journalistes, qui est notre précarité, c'est votre désinformation. On a utilisé ça dans une pancarte commune il y a quelques années. Bon, à moi, un peu la tâche de vous raconter des trucs un peu compliqués, difficiles, techniques, c'est ça un peu le rôle des syndicats. Alors, bon, je ne vais pas faire un cours énorme, hein, mais... Et que j'ai pas d'argent pour acheter de la farine ni pour payer les boulangères et boulangers, je vais pas leur dire de faire ça pour l'amour du pain et du levain. J'en profite aussi pour faire une petite auto-promo, vu qu'on parlait de tarifs de la pige. J'ai créé il y a 4 ans Paye ta pige, où ce sont les journalistes, les confrères, les consoeurs, les collègues qui contribuent à Paye ta pige en soumettant les tarifs auxquels ils et elles ont été payés. Donc n'hésitez pas à contribuer. Et j'appelle surtout les Red Chefs, qui pour l'instant sont peut-être 4, Voilà. de tous les médias français à m'avoir envoyé Pas facile d'être journaliste. régulièrement les tarifs mis à jour. À tout Je ne sais bientôt. pas ce qui empêche les Red Chefs d'envoyer, on parle de transparence tout à l'heure, Vraiment pas facile. Vous envoyez les tarifs au lieu de venir me donner sur ce Les subventions vont aux milliardaires et pas aux journalistes. Voilà, Voilà ce que j'ai compris de ce débat. Les subventions vont aux milliardaires et pas aux journalistes. On accueille maintenant Audrey Vernon, qui est une humoriste engagée, qui est une des 20 co-présidentes de l'Association pour la défense des terres, qui est l'appui financier des soulèvements de la terre. Elle va